En servant le dîner dans un manoir, la servante de table est restée figée en reconnaissant le millionnaire. C'était son mari, disparu dans un accident de montagne il y a 7 ans. Elle n'a pas pu se contenir. Les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les rideaux délavés de l'appartement d'Hélène Dupuis. Dans cette petite cuisine aux carrelages écaillés, elle prépare le petit déjeuner de Maxime avec les gestes précis de quelqu'un qui a appris à économiser chaque centime, 2 tartines beurrées, un verre de lait, une pomme coupée en quartiers. Rien de plus, rien de moins. « Maman, j'ai encore rêvé de papa cette nuit », murmure Maxime en bâillant, son cartable déjà sur l'épaule. Hélène s'immobilise, la main serrée sur le couteau à beurre. 7 ans, 7 longues années depuis cette tragédie dans les Alpes qui lui a tout pris. Pourtant, chaque matin, la douleur reste aussi vive qu'au premier jour. « Il te disait quoi, mon chéri ?» demande-t-elle d'une voix qu'elle s'efforce de garder stable. « Qu'il était fier de moi, qu'il veillait sur nous depuis les montagnes. » Le garçon de 14 ans sourit avec cette innocence qui brise le cœur de sa mère. « Tu crois qu'il nous voit vraiment ?» dit « J'en suis certaine, mon amour. » Le mensonge lui brûle les lèvres. Mais que dire d'autre? Comment expliquer à un enfant que parfois, les héros meurent vraiment, que parfois, il ne reste rien d'autre que le vide et les factures qui s'accumulent? Maxime attrape son sac et file vers la porte. « À ce soir, maman. N'oublie pas, j'ai entraînement de foot jusqu'à 18h. » La porte claque, laissant Hélène seule avec ses pensées, et cette fatigue qui ne la quitte jamais. Elle observe son reflet dans la vitre de la fenêtre. À 35 ans, elle en paraît 10 de plus. Ses mains, et, jadis douces, sont maintenant rugueuses à force de récurer, de nettoyer, de servir. Ses cheveux châtains, qu'elle portait autrefois longs et soyeux, sont désormais tirés en un chignon strict qui cache mal les premiers fils blancs. Dans le tiroir de la commode, sous une pile de factures impayées, se trouve la photo de leur mariage. Loïc et elle, radieux, devant la mairie du 16e arrondissement, lui dans son costume noir impeccable, elle dans sa robe blanche que sa mère avait passé des mois à coudre. Pour toujours, avait-il juré ce jour-là. Pour toujours. Le téléphone sonne, l'attirant brutalement de ses souvenirs. Hélène. C'est Huguette. J'espère que je ne te dérange pas. Huguette Moreau, une connaissance du quartier qui travaille dans l'événementiel pour la haute société parisienne. Une femme énergique d'une 50aine d'années qui a toujours eu un faible pour Hélène depuis qu'elle connaît son histoire. Non, pas du tout. Je me préparais pour aller au pressing. Justement, j'ai peut-être mieux à te proposer. Tu sais que je bosse souvent pour des réceptions huppées. Hélène s'assoit sur le bord du lit défait. Quand Huguette appelle avec cette voix-là, c'est qu'elle a une proposition qui sort de l'ordinaire. Je t'écoute. Il y a un grand dîner de charité samedi soir, domaine Chassagne, dans le 16e. Tu connais. Le nom ne lui dit rien. Mais le 16e, Loïc y travaillait autrefois, avant que tout s'écroule. Non, jamais entendu parler. C'est du très haut de gamme, le gratin parisien. Des entrepreneurs, des politiques, ils cherchent du personnel expérimenté pour servir, tenue fournie, et c'est payé 3 fois le tarif habituel. Hélène calcule rapidement, 3 fois le tarif habituel, ça représente presque 1 mois de course pour Maxime et elle. Il y a un piège, Huguette rit. Toujours méfiante. Non, c'est juste que c'est du lourd. Des gens importants. Faut être irréprochable. Mais toi, tu as la classe naturelle qu'il faut. Et puis, ça te changera les idées. Changer les idées. Comme si c'était possible. Comme si une soirée chez les riches pouvait effacer 7 années de galère. D'accord, mais je préviens, si ça se passe mal, ça se passera très bien, fais-moi confiance. Je passe te prendre samedi à 17h. Tenue de service stricte, cheveux attachés, maquillage discret, tu sais faire ça mieux que personne. Après avoir raccroché, Hélène reste immobile sur son lit. Par la fenêtre ouverte, lui parviennent les bruits familiers du quartier, les klaxons, les cris des enfants dans la cour, la musique du café d'en face, sa vie, sa réalité, loin, si loin de ces dîners de charité où les riches se donnent bonne conscience en levant leur verre de champagne. Elle attrape son uniforme de femme de ménage pendu derrière la porte, un ensemble gris austère qui sent encore l'eau de Javel de la veille. Dans quelques heures, elle sera à genoux dans les bureaux de la tour Montparnasse, à récurer les toilettes de cadres qui gagnent en 1 mois ce qu'elle peine à économiser en 1 an. Mais samedi soir, pour quelques heures, elle évoluera dans un autre monde.
un monde qu'elle a autrefois côtoyé aux côtés de Loïc, quand il travaillait encore avec ce fameux Albert Chassagne, dont elle découvre maintenant qu'il possède un domaine dans le 16e. Chassagne, ce nom lui revient par bribes, Loïc en parlait souvent, de ce patron exigeant mais juste, de leurs projets communs, de leur déjeuner d'affaires, puis du jour au lendemain, plus rien, l'accident, la mort, le silence. En enfilant sa veste, Hélène jette un dernier regard à la photo de mariage. Loïc lui sourit depuis ce matin de juin, où tout semblait possible, où l'avenir leur appartenait, où, pour toujours, avait encore un sens. « Je ne t'oublie pas », murmure-t-elle au portrait. « Je ne t'oublierai jamais », mais en fermant la porte de l'appartement, elle ne se doute pas que toujours va prendre, dans 3 jours, une signification qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle ne sait pas encore que le destin, parfois, a le sens de l'humour le plus cruel qui soit. Dans sa course vers le métro, Hélène croise Madame Bernardin, sa voisine octogénaire. Alors, ma petite Hélène, toujours courageuse. On fait avec, Madame Bernardin, on fait avec. C'est bien, ma chérie. Loïc serait fier de vous voir tenir bon, toi et le petit. Fier, si seulement elle savait combien ce mot lui fait mal. Combien de nuits elle s'est demandé si elle était à la hauteur, si elle élevait correctement Maxime, si elle honorait vraiment la mémoire de l'homme qu'elle a aimé. Le métro l'avale dans ses entrailles bruyantes. Encore une journée qui commence. Encore une journée à survivre. En attendant samedi soir et ce mystérieux dîner qui, sans qu'elle le sache, va bouleverser à jamais l'équilibre fragile qu'elle s'est construite. Dans son bureau aux boiseries centenaires, Albert Chassagne observe Paris depuis les grandes fenêtres de son hôtel particulier. À 78 ans, cet homme aux cheveux blancs, soigneusement peignés, porte encore beau. Ses costumes sur mesure cachent un corps fatigué par l'âge, mais ses yeux bleus gardent cette acuité qui a fait de lui l'un des entrepreneurs les plus respectés de France, Monsieur Chassagne. La voix de Marc Delorme résonne depuis le seuil du bureau. Le détective privé, la quarantaine discrète, tient une chemise cartonnée contre sa poitrine. « Entrez, Marc, alors, du nouveau. » Delorme s'avance, dépose le dossier sur le bureau en acajou. Tout est là. Les relevés bancaires d'Adrien Lefort, ses investissements immobiliers à Lyon, même une analyse graphologique comparant sa signature à celle de Loïc Renaud. Albert ouvre le dossier avec des gestes mesurés. Chaque page tournée ravive une colère froide, méthodiquement entretenue depuis 2 ans. Les photos de surveillance montrent un homme élégant, sûr de lui, évoluant dans les cercles huppés lyonnais, cet homme qui porte désormais le nom d'Adrien Lefort. La ressemblance est troublante, mais ce ne sont que des indices circonstanciels, continue Delorme. Pour une certitude absolue, il faudrait une confrontation, complète Albert. C'est exactement ce que j'ai prévu. Le vieil homme se lève, ses articulations craquant légèrement. Il se dirige vers un tableau représentant les falaises normandes, le décroche, révélant un coffre-fort dissimulé. « Vous savez, Marc, quand on me vole 2 millions d'euros et qu'on laisse mon entreprise au bord de la faillite, ça marque un homme. Mes ouvriers ont failli perdre leur travail. Ma fille a dû annuler ses études d'architecture. Ses doigts pianotent sur les touches du coffre. Mais le pire, voyez-vous, c'est l'humiliation. Avoir fait confiance, avoir considéré Loïc comme le fils que je n'ai jamais eu. » Le coffre s'ouvre dans un déclic métallique. Albert en sort une liasse de documents jaunis par le temps. Les contrats originaux de notre société, les preuves de notre association. Tout ce qui peut confondre ce fantôme. Delorme ajuste ses lunettes. Et comment comptez-vous procéder ? Adrien Lefort ne se rendra jamais de lui-même à une confrontation. Un sourire glacial étire les lèvres d'Albert. Oh, mais il viendra, samedi soir, pour être précis, au dîner de bienfaisance que j'organise ici même. Il a accepté votre invitation. Disons que j'ai motivé sa présence. Un investisseur potentiel de Lyon qui souhaite développer ses affaires à Paris ne peut pas manquer un événement pareil. Et puis, l'ironie de la situation me plaît. Il viendra dîner avec l'argent qu'il m'a volé, dans la maison qu'il a failli me faire perdre. Albert referme le dossier d'un geste sec. Mais ce n'est pas tout. J'ai également invité quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pourra formellement l'identifier. Un témoin. Sa veuve. Delorme écarquille les yeux. Hélène Renaud. Mais comment ? Depuis, elle a repris son nom de jeune fille. Albert retourne s'asseoir, visiblement satisfait de son plan. J'ai mes contacts. Huguette Moreau organise régulièrement mes réceptions.
Il n'a pas été difficile de la convaincre de proposer un travail supplémentaire à cette pauvre femme. Vous comptez utiliser une veuve et son fils comme appât. Le ton de Delorme trahit une certaine réprobation. Albert le regarde fixement. Cette femme a le droit de savoir que son mari est vivant, que son deuil est une mascarade, que sa pauvreté actuelle est le résultat direct de la lâcheté d'un homme qui a préféré la fuir plutôt que d'affronter ses problèmes. Il se lève à nouveau, arpente la pièce. J'ai enquêté sur elle, vous savez, Hélène Dupuis, née Moreau, fille d'un professeur de lettres et d'une couturière, brillante étudiante en histoire de l'art. Elle avait décroché un stage au Louvre quand elle a rencontré Loïc. Elle a tout abandonné pour lui. Tout, sa voix se durcit. Et aujourd'hui, elle récure des toilettes pour nourrir son fils, pendant que lui roule en Porsche et vit dans une villa de 3 millions d'euros. Marc Delorme range ses notes, visiblement mal à l'aise. Et si ça tourne mal, si elle refuse de coopérer, si elle décide de le protéger malgré tout, elle ne le protégera pas. Pas quand elle comprendra l'ampleur de sa trahison, pas quand elle réalisera qu'il l'a regardé sombrer dans la pauvreté pendant qu'il construisait sa nouvelle vie. Un silence pesant s'installe dans le bureau. Par la fenêtre, on aperçoit les jardiniers qui s'affairent dans le parc du domaine. Préparant les espaces pour la réception de samedi, j'ai aussi invité sa nouvelle épouse, ajoute Albert avec une satisfaction non dissimulée. Claire Fauconnier-Lefort, fille de bonne famille, enceinte de 8 mois, elle ne sait rien, évidemment, pour elle, son mari est un entrepreneur self-made man qui a réussi grâce à son talent. Vous voulez détruire 2 familles d'un coup? Je veux que la vérité éclate. Albert frappe du poing sur son bureau. Cet homme a détruit ma famille. Il a détruit la famille qu'il a abandonnée. Pourquoi sa nouvelle famille serait-elle épargnée? Il retourne vers la fenêtre, observe les préparatifs. Des dizaines d'employés s'activent. Montage de barnum, installation de l'éclairage, disposition des tables rondes sur la terrasse qui surplombe les jardins à la française. Samedi soir, tout ce que Paris compte d'influents sera là. 200 invités triés sur le volet. Des entrepreneurs, des politiques, des journalistes. Quand Loïc Renaud sera démasqué, ça ne restera pas secret longtemps. Et Hélène Dupuis, elle sait qu'elle va retrouver son mari. Albert secoue la tête. Elle croit juste venir travailler pour un dîner de charité. Elle ignore tout de mes liens avec Loïc. D'ailleurs, techniquement, elle ne ment pas. C'est bien un dîner de charité. Les bénéfices iront à l'association des veuves de guerre. Ironique. N'est-ce pas? Albert sourit, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. J'ai attendu 2 ans pour avoir ma revanche. 2 longues années à reconstruire ce qu'il avait détruit. À enquêter, à planifier. Samedi soir, la patience sera récompensée. Il ouvre un tiroir, en sort une invitation gravée sur papier verger. Voulez-vous voir? 60 € le couvert, champagne Krug, menu signé par un chef étoilé, tout ce qu'il faut pour attirer les vanités parisiennes. Marc Delorme examine l'invitation. En l'honneur des familles endeuillées par les tragédies en montagne, vous ne manquez pas de culot. C'est ce qu'on appelle la justice poétique, mon cher Marc. Et croyez-moi, après samedi soir, Loïc Renaud regrettera amèrement d'avoir cru pouvoir disparaître impunément, dans le parc. Un ouvrier teste l'éclairage. Des guirlandes lumineuses s'allument dans les arbres, transformant le domaine en décor féerique. Bientôt, ce même décor sera le théâtre d'une confrontation que ni Hélène ni Loïc n'ont vu venir. Albert Chassagne ajuste sa cravate. Satisfait, après tant d'années, l'heure de la vérité approche enfin. Samedi, 17h, Huguette klaxonne devant l'immeuble d'Hélène avec l'impatience d'une femme habituée aux événements de prestige. Sa Citroën rutilante détonne dans ce quartier populaire où les voitures ont plutôt l'habitude de finir leur jour. « Tu es magnifique !» s'exclame-t-elle quand Hélène monte en voiture. Hélène a ressorti sa robe noire la plus correcte, celle qu'elle porte aux enterrements et aux entretiens d'embauche. Ses cheveux châtains sont tirés en chignon strict, son maquillage discret, comme on le lui a demandé. Pourtant, malgré les années difficiles, elle garde cette élégance naturelle qui avait séduit Loïc autrefois. « J'ai le trac », avoue-t-elle en bouclant sa ceinture. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas côtoyé ce genre de monde. » « Bah, tu vas voir. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et puis, tu ne fais que servir, sourire poliment et disparaître. Facile. » La voiture file vers le 16e arrondissement. Par la fenêtre, Hélène observe le paysage qui change. Les HLM cèdent place aux immeubles haussmanniens, les petits commerces aux boutiques de luxe, un autre univers, un monde qu'elle a connu du temps où Loïc réussissait,
où l'avenir leur souriait. « Au fait, » dit Huguette en négociant un rond-point, « le maître des lieux, Albert Chassagne, c'est quelqu'un d'important, discret mais très influent. Il paraît qu'il a eu des revers il y a quelques années, mais il s'en est sorti. Chassagne, ce nom résonne encore dans la mémoire d'Hélène. Loïc parlait souvent de cet homme, avec un mélange de respect et d'affection filiale. « Mais il était associé avec mon mari, » dit-elle sans réfléchir. « Ton mari ?» Huguette freine brusquement à un feu rouge. « Loïc travaillait avec Chassagne. Tu ne me l'avais jamais dit. C'est du passé, ça n'a plus d'importance maintenant. » Mais en prononçant ces mots, Hélène sent une étrange prémonition, comme si le hasard n'existait pas, comme si cette soirée avait été orchestrée par une main invisible. Le domaine Chassagne apparaît soudain, majestueux derrière ses grilles dorées. L'hôtel particulier du XIXe siècle s'étend sur plusieurs milliers de mètres carrés, ses jardins à la française parfaitement entretenus, ses fenêtres illuminées comme autant d'étoiles dans la nuit naissante. « Putain !» souffle Huguette. « J'oublie toujours à quel point c'est impressionnant. Des voitures de luxe se succèdent dans l'allée. Bentley, Mercedes, Porsche. Des chauffeurs en livrée ouvrent les portières à des invités en tenue de soirée. Les femmes portent des robes de créateurs, les hommes des smokings impeccables, le gratin parisien dans toute sa splendeur. Personnel par l'entrée de service, indique un vigile en costard-cravate. Elle contourne la propriété jusqu'aux cuisines. Là, une vingtaine de serveurs s'affairent déjà sous les ordres du chef de rang. Un homme sec au geste précis. « Mesdames et messieurs », annonce-t-il d'une voix ferme. « Ce soir, nous servons 200 invités triés sur le volet. Tout doit être parfait. Nous représentons l'excellence française. » Hélène enfile son tablier blanc, ajuste son nœud papillon. Autour d'elle, les autres serveurs vérifient leur tenue, répètent les gestes. L'atmosphère est tendue, professionnelle. Première service dans 10 minutes, champagne Krug, amuse-bouche au foie gras, sourire de circonstance. Le cortège des serveurs se met en marche vers les salons de réception. Hélène suit le mouvement, son plateau à la main, l'estomac noué par une angoisse qu'elle ne s'explique pas. Les salons du domaine Chassagne coupent le souffle. Plafonds à caissons dorés, tapisseries d'Aubusson, lustres en cristal de Bohême, sur la terrasse qui donne sur les jardins. Les tables rondes dressées avec un raffinement extrême accueillent déjà les premiers invités. Hélène circule entre les groupes, proposant son champagne avec la discrétion apprise au fil des années. Les conversations fusent, projets immobiliers, placements financiers, potins mondains, un monde qu'elle observe de l'extérieur, en spectatrice invisible. « Excusez-moi », l'interpelle une femme brune aux bijoux clinquants. « Ce champagne, c'est bien du Krug. »« Absolument, madame, cuvée grande réserve. »« Parfait. Mon mari adore ça, Adrien. » Elle fait signe à un homme qui discute près de la balustrade. « Viens goûter ce champagne. » Hélène se retourne machinalement vers l'homme appelé Adrien. Il porte un smoking parfaitement coupé, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, sa barbe taillée avec précision, un homme distingué, sûr de lui, qui évolue dans ce milieu comme un poisson dans l'eau, et soudain, le monde s'arrête, ses yeux, cette façon de pencher légèrement la tête quand il réfléchit, cette fossette au menton qu'elle a embrassée 1000 fois. 7 ans de plus, certes, les cheveux grisonnants, le visage plus marqué, mais c'est lui, c'est indéniablement lui, Loïc, son Loïc, vivant, respirant, riant avec ses gens comme s'il n'était jamais mort dans les Alpes, comme s'il n'avait jamais existé de veuve éplorée, d'enfants orphelins, de nuits blanches passées à pleurer sa disparition. Le plateau lui échappe des mains. Le cristal vole en éclats sur le marbre. Le champagne se répand comme une tache dorée. Le silence se fait autour d'elle. Tous les regards convergent vers cette serveur maladroite qui vient de briser la perfection de la soirée. Mais Hélène ne voit que lui. Leurs yeux se croisent par-dessus les têtes. Et elle lit dans ce regard familier toute la vérité du monde. La surprise d'abord, puis la panique qui grandit, la reconnaissance mutuelle, la terreur. « Loïc », murmure-t-elle, si bas que seules ses lèvres bougent. Il devient livide, sa main se crispe sur son verre, et pendant une seconde atroce, elle croit qu'il va s'évanouir, sa femme, car c'est évidemment sa femme, cette brune enceinte jusqu'aux yeux qui s'agrippe à son bras, lui demande s'il se sent bien. « Ça va, balbutie-t-il. Un petit malaise, la chaleur sans doute. »
Mademoiselle, le chef de rang apparaît à côté d'Hélène. Furieux, qu'est-ce qui vous prend? Elle ne répond pas. Elle ne peut pas détacher son regard de cet homme qui hante ses nuits depuis 7 ans. Cet homme qu'elle a pleuré, qu'elle a aimé, qu'elle aime encore malgré l'évidence effroyable qui s'impose à elle. Il l'a abandonnée, il les a abandonnés, Maxime et elle, il a choisi de disparaître, de les laisser se débrouiller, de construire une nouvelle vie pendant qu'elle s'enfonçait dans la pauvreté et le désespoir. Excusez-moi, bégaye-t-elle au chef de rang. Je me sens mal. Elle fuit vers les cuisines, bousculant un collègue au passage. Sourde aux exclamations indignées, dans le couloir de service, elle s'effondre contre le mur, la main plaquée sur la bouche pour étouffer le sanglot qui monte. Loïc est vivant, et marié à une autre femme. Loïc est vivant, marié, et il va avoir un enfant. Pendant qu'elle élevait Maxime seul, pendant qu'elle comptait chaque centime, pendant qu'elle racontait à leur fils des histoires sur son papa héros mort en montagne, lui bâtissait sa nouvelle existence à quelques centaines de kilomètres de là. Les sanglots la secouent maintenant, violents, libérant 7 années de douleur contenues. Dans sa poche, son téléphone vibre, un message de Maxime. « Maman, je pense à toi, j'espère que ton travail se passe bien, je t'aime. » Cette innocence, cette confiance, comment va-t-elle lui dire? Comment va-t-elle expliquer à son fils que son père n'est pas mort héroïquement dans une avalanche, mais qu'il les a simplement abandonnés? Des pas résonnent dans le couloir. Hélène relève la tête, essaie de reprendre contenance. Mais ce n'est pas le chef de rang qui s'approche. C'est lui, c'est Loïc, le visage décomposé, qui vient vers elle comme on marche vers son propre jugement, dans le couloir de service. L'homme qu'elle a pleuré pendant 7 ans s'approche d'elle comme s'il marchait sur des charbons ardents. Loïc, car c'est bien lui, même si le monde entier l'appelle désormais Adrien Lefort, a vieilli. Son visage porte les marques d'une réussite qui ne l'a visiblement pas rendu heureux. « Hélène », murmure-t-il, et sa voix tremble comme celle d'un condamné. « Mon Dieu, Hélène ». Elle le regarde sans rien dire, incapable de prononcer un mot. Que dit-on à un mort qui ressuscite? Que dit-on à l'homme qu'on a aimé plus que tout et qui vous a menti au point de simuler sa propre mort? Il faut qu'on parle. Continue-t-il en jetant des regards inquiets vers les cuisines. Pas ici, c'est trop dangereux. Tu habites toujours. Rue Olivier de Serres, complète-t-elle d'une voix blanche. Dans le même appartement minable où tu m'as laissé crever avec ton fils. Il encaisse le coup comme une gifle. Demain, je viendrai demain matin. Il faut que tu comprennes, que je t'explique. T'expliquer? Sa voix monte, dangereusement. T'expliquer quoi? Que tu es vivant, que tu m'as regardé pleurer sur un cercueil vide, que pendant que je me tuais à élever Maxime, tu refaisais ta vie avec cette femme. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non, et qu'est-ce que je dois croire? Que c'est son sosie, que c'est ton frère jumeau. Loïc passe une main tremblante dans ses cheveux. Ce geste, elle le connaît si bien. Il faisait ça quand il était coincé, quand il ne savait plus quoi dire. Écoute-moi, je t'en prie. Laisse-moi au moins t'expliquer pourquoi. Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu as préféré nous faire croire à ta mort plutôt que d'assumer tes responsabilités? Un serveur passe, les dévisage avec curiosité. Loïc l'attrape par le bras, l'entraîne vers une alcôve plus discrète. J'étais dans la merde, Hélène. Une merde noire, les frères Salazar. Tu te souviens des frères Salazar? Elle se souvient. Ces hommes terrifiants qui étaient venus à l'appartement, un soir, réclamer de l'argent. Loïc l'avait rassurée, lui avait dit que c'était réglé, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ils menacèrent de s'en prendre à toi, à Maxime. Sa voix se brise. Ils voulaient 2 millions d'euros, Hélène. 2 millions. J'avais tout perdu au poker, tous nos investissements. Alors tu as décidé de mourir. Comme ça, paf, problème résolu. J'ai pris l'argent d'Albert, avoue-t-il dans un souffle. Je n'avais pas le choix. C'était ça ou il vous tuait. Le monde bascule à nouveau sous les pieds d'Hélène. Non seulement son mari a simulé sa mort, mais il a aussi volé son associé. L'homme qu'elle a aimé était un voleur, un lâche, un menteur. Combien? Demande-t-elle froidement. 2 millions. Exactement ce qu'il fallait pour les Salazar. Et après, tu as fait quoi après avoir volé cet argent? Loïc ferme les yeux, comme si les mots lui faisaient physiquement mal. J'ai organisé ma mort, avec Fabien.
Tu te souviens de Fabien Louvel? Il travaillait dans le secours en montagne. Fabien, bien sûr qu'elle se souvient. Ce type louche qui traînait parfois à la maison, qui sentait toujours l'alcool et regardait Hélène de travers. On a tout préparé. L'accident dans les Alpes, les fausses preuves, même le sang, mon sang, que j'avais conservé. L'avalanche nous a aidés. Elle a rendu les recherches impossibles. Pendant que je pleurais sur ta tombe, siffle Hélène. Toi, tu te planquais où? Chez Fabien d'abord. Puis j'ai eu les faux papiers. Adrien Lefort, entrepreneur lyonnais. J'ai investi l'argent dans l'immobilier. Ça a marché. Et nous? Tu as pensé à nous? Même une fois? Tous les mois. Il l'a saisi par les épaules, désespéré. Tous les mois, j'envoyais de l'argent. 5 000 €, dans une enveloppe, sans expéditeur. Tu ne les as jamais reçus. Hélène le regarde comme s'il venait de parler chinois. Quel argent? Je n'ai jamais rien reçu. Mais c'est impossible. Fabien me jurait qu'il les postait. Pendant 3 ans, j'ai envoyé. La vérité le frappe comme un uppercut. Fabien, ce salaud de Fabien qui empochait l'argent destiné à sa famille, qui le laissait croire qu'il aidait sa femme et son fils, alors qu'il les condamnait à la misère. « Oh mon Dieu !» balbutie-t-il. « Oh mon Dieu, Hélène, je ne savais pas. Je pensais que tu vivais correctement, que Maxime ne manquait de rien. Maxime ?» Elle le repousse violemment. « Tu oses prononcer son nom? Tu sais ce qu'il croit, ton fils? Qu'il a un père héros, qu'il est mort en sauvant des gens. Je lui ai raconté ça pendant 7 ans. Je voulais juste vous protéger. Nous protéger, en nous abandonnant, en nous laissant dans la merde pendant que tu te refaisais une vie de riche. » Elle désigne le salon d'où leur parviennent les échos de la fête. « C'est quoi cette femme, ta nouvelle épouse? » « Claire, il a l'air d'un enfant pris en faute. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Elle ne sait rien de mon passé. Pour elle, je suis Adrien Lefort, entrepreneur self-made man. Et elle est enceinte. De 8 mois. Cette révélation achève de briser le cœur d'Hélène. Non seulement il l'a abandonnée, mais il a refait sa vie, construit une nouvelle famille, pendant qu'elle élevait Maxime dans la pauvreté, lui préparait l'arrivée d'un autre enfant. Tu l'aimes. La question lui échappe, et elle la regrette aussitôt, mais elle a besoin de savoir, besoin de comprendre si tout ce qu'ils ont vécu ensemble n'était qu'un mensonge. Ce n'est pas... C'est différent, Claire. C'est la sécurité, la respectabilité, toi. Il la regarde avec une intensité douloureuse. Toi, c'était l'amour, le vrai, celui qui fait mal. Alors pourquoi? Pourquoi nous avoir quittés si tu nous aimais? Parce que j'étais lâche, explose-t-il. Parce que je n'arrivais pas à te dire que j'avais tout perdu, que j'avais foutu notre vie en l'air, que les Salazar allaient s'en prendre à vous. Il s'effondre contre le mur, vieilli de 10 ans en quelques minutes. Tu crois que ça a été facile? Tu crois que je n'ai pas pensé à vous tous les jours? Que je ne regrette pas. Alors reviens, dit-elle dans un souffle. Avoue tout, assume. On trouvera une solution, comme on l'a toujours fait. Je ne peux pas. Claire attend un enfant, ma nouvelle identité, mes affaires. Si la vérité sort, je perds tout et je finis en prison. Et nous? On a perdu quoi? Sa voix se durcit à nouveau. Moi, j'ai perdu ma jeunesse, mes rêves, ma carrière. Maxime a grandi sans père. Mais toi, surtout, il ne faut pas que tu perdes ton petit confort. Hélène, je t'en supplie. Supplie pas. C'est trop tard pour supplier. Elle ajuste son tablier, redevient la serveur invisible qu'elle était il y a 1 heure. Maintenant, retourne à ta petite vie parfaite. Retourne à ta femme enceinte et tes amis riches. Fais semblant que cette conversation n'a jamais eu lieu. Je ne peux pas faire comme si... Tu as réussi pendant 7 ans. Tu peux bien continuer. Elle fait mine de partir, mais il la retient. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire à quelqu'un? Pour la première fois depuis le début de cette conversation surréaliste, Hélène sourit, un sourire sans joie, coupant comme une lame. Pour l'instant, je vais finir de servir tes amis. Après, on verra. Peut-être que j'aurai envie de raconter à ton fils que son papa n'est pas mort en héros, qu'il vit tranquillement à Lyon avec sa nouvelle famille. Hélène, non. Mais elle s'éloigne déjà, le laissant seul avec ses remords et sa terreur. Dans le salon, la fête continue, insouciante, ignorant que le destin vient de distribuer ses cartes les plus cruelles. Dimanche matin, 9 h,
Hélène n'a pas fermé l'œil de la nuit, assise à sa table de cuisine. Elle fixe sa tasse de café refroidie sans la voir. Dans sa tête, la scène d'hier soir tourne en boucle, le verre qui se brise, le regard de Loïc, cette conversation surréaliste dans le couloir du domaine Chassagne. Maxime traîne en pyjama, encore ensommeillé, ses cheveux bruns en bataille. À 14 ans, il ressemble de plus en plus à son père. Les mêmes yeux noisettes, la même façon de froncer les sourcils quand il réfléchit. Cette ressemblance, qui la consolait autrefois, lui fait maintenant l'effet d'un coup de poignard. « Maman, ça va, tu as une tête bizarre. »« Ça va, mon chéri, juste fatigué. » C'était comment, hier soir, avec les riches? Comment lui expliquer? Comment lui dire que son univers entier va s'écrouler? Qu'elle va devoir détruire l'image qu'il a de son père pour lui révéler une vérité atroce, classique, du champagne, des petits fours, des gens qui parlent fort. Maxime ouvre le frigo, en sort le pot de confiture. « Au fait, maman, j'ai réfléchi. Pour mes 15 ans, j'aimerais bien qu'on aille dans les Alpes. » Sur la tombe de papa, la cuillère lui échappe des mains, tombe sur le carrelage dans un bruit métallique. Maxime la regarde, surpris. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien, tu veux vraiment aller là-bas ?»« Ben oui. » Il s'assoit en face d'elle, étale sa confiture avec application. « Je vieillis. Tu sais, je comprends mieux les choses. Et j'ai envie de me recueillir, de lui parler, de lui dire que je suis fière d'être son fils. » Chaque mot transperce le cœur d'Hélène. Fière d'être son fils. Si seulement il savait, si seulement il connaissait la vérité sur ce père qui l'idolâtre. Maxime. On sonne à la porte. Un coup bref, nerveux. Hélène sursaute, renverse son café sur la table. Elle sait que c'est lui. Elle le sent. « J'y vais », dit Maxime en se levant. « Non ». Elle bondit, plus vite que lui. « Non, reste là, finis ton petit déjeuner. » Dans l'entrée, elle vérifie par l'œilleton. Loïc se tient sur le palier, en jean et pull de cachemire, l'air d'un homme qui n'a pas dormi. Autour de lui, l'immeuble délabré contraste cruellement avec son allure soignée. Elle ouvre, le cœur battant. Il paraît plus vieux qu'hier soir, les traits tirés, les yeux cernés. « Bonjour, Hélène. Qu'est-ce que tu fous là? Il faut qu'on parle. Vraiment. Calmement. On a parlé hier. Tu m'as tout dit. Tu nous as abandonnés. Point final. S'il te plaît, 5 minutes. » Elle hésite, jette un coup d'œil vers la cuisine où Maxime termine ses tartines. « Maman !» La voix du garçon résonne dans l'appartement. C'est qui? Le sang de Loïc ne fait qu'un tour, cette voix. La voix de son fils, qu'il n'a pas entendue depuis 7 ans. Quand il l'a quitté, Maxime avait 7 ans et zézayait encore. Maintenant, c'est la voix d'un adolescent qui mue. « Un commercial !» crie Hélène. « Je me débarrasse de lui. » Elle sort sur le palier, ferme la porte derrière elle, dans l'escalier qui sent l'eau de javel et la friture. Ils se font face comme 2 étrangers. « Tu l'as entendu » murmure Loïc, et ses yeux brillent de larmes contenues. Sa voix, mon Dieu, comme il a grandi. Oui, il a grandi sans toi, en croyant que tu étais mort. Je peux le voir. Es-tu devenu fou? Juste le voir, Hélène, de loin, sans qu'il sache qui je suis, s'il te plaît. Elle le regarde. Cet homme qui fut son mari, le père de son enfant. Dans ses yeux, elle lit une souffrance authentique. Mais est-ce suffisant? Est-ce que la souffrance excuse la lâcheté? Non. Tu as renoncé à ce droit il y a 7 ans. Je n'ai pas renoncé. J'ai essayé de vous protéger. En nous volant, en nous mentant. Je t'ai expliqué pour l'argent. Fabien m'a volé, je ne savais pas. Et ça change quoi? Que tu aies envoyé de l'argent ou pas, tu nous as abandonnés, tu as choisi la facilité. Maxime ouvre la porte à ce moment-là, curieux de savoir pourquoi sa mère traîne sur le palier. « Maman, qu'est-ce que... » Il s'arrête net en voyant l'homme en face de sa mère. Quelque chose cloche. L'inconnu le regarde avec une intensité troublante, comme s'il le reconnaissait. Et ce visage lui dit quelque chose. « Bonjour », dit poliment Maxime. Loïc ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Il regarde son fils, ce gamin dégingandé qui lui ressemble trait pour trait, qui a ses yeux, sa mâchoire, sa façon de pencher la tête. Maxime a 14 ans, presque aussi grand que lui, avec ce regard franc et direct qu'il tenait de sa mère. « Bonjour »,
parvient-il finalement à articuler. Vous cherchez quelqu'un. Non. Enfin si. Je me suis trompé d'étage. Maxime fronce les sourcils. Quelque chose dans cette voix, dans ce visage. Un souvenir flou, enfoui, qui remonte à la surface. « Excusez-moi, monsieur, mais on ne s'est pas déjà vu quelque part. » Hélène intervient rapidement. « Non, Maxime, rentre s'il te plaît. Cet homme se trompe d'adresse. » Mais le garçon ne bouge pas, continue de fixer l'étranger. « J'ai l'impression de vous connaître. Vous me rappelez quelqu'un. » Maxime. Le ton coupant de sa mère le fait sursauter. Elle n'élève jamais la voix d'habitude. Quelque chose ne va pas. « D'accord, je rentre. » Il lance un dernier regard à l'homme avant de disparaître dans l'appartement. Loïc s'effondre contre le mur, tremblant. Il me ressemble. Non, il a mes yeux. Il a surtout ton caractère. Têtu, curieux, trop intelligent pour son bien. Qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? La vérité, que son père était un homme bien qui est mort en héros dans les Alpes, que tu es parti sauver des gens et que tu n'es jamais revenu. Un héros, répète Loïc amèrement. Si seulement quoi? Si seulement tu en étais un. Dans l'appartement, Maxime colle son oreille à la porte. Il entend des bribes de conversation, des mots qui n'ont pas de sens. Héros, Alpes, père, et cette voix d'homme qui lui évoque quelque chose de familier, de lointain. Maman. Il ouvre la porte. Tout va bien. Hélène et Loïc se figent. Ils sont trop près l'un de l'autre, leur visage trop tendu. Maxime n'est pas idiot. Qu'est-ce qui se passe? Insiste-t-il. C'est qui, ce type? Pourquoi il vous fait pleurer? Je ne pleure pas. Si. Vous pleurez. Et vous aussi, monsieur. Il regarde Loïc droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait à ma mère? Maxime rentre. Non. J'en ai marre qu'on me traite comme un gamin. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Il se plante devant Loïc, le menton levé, défiant. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Loïc le regarde. Ce fils qu'il a abandonné, qui le défend maintenant sans le savoir. Cette ironie du sort lui tord l'estomac. Je m'appelle Adrien Lefort. Et vous connaissez ma mère comment? Hélène intervient, désespérée. Maxime, s'il te plaît. Maman. Arrête, j'ai le droit de savoir. Tu veux savoir? Explose-t-elle soudain. Tu veux vraiment savoir? Loïc devient blême. Hélène, non. Cet homme. Elle regarde son fils, son petit garçon qui va cesser d'être un enfant dans quelques secondes. Cet homme, c'est ton père. Le silence tombe comme une chape de plomb. Maxime la regarde sans comprendre, puis regarde Loïc, puis de nouveau sa mère. Quoi? Ton père n'est pas mort dans les Alpes. Il est vivant. Il s'appelle maintenant Adrien Lefort, et il vit à Lyon avec sa nouvelle femme. Maxime recule d'un pas, puis de deux. Son visage passe par toutes les expressions. Incompréhension, incrédulité, colère naissante. C'est une blague. J'aimerais bien. Mais c'est impossible. Papa est mort. On a été à son enterrement. Il n'y avait pas de corps dans le cercueil. Maxime, juste des pierres. Le garçon se tourne vers Loïc, qui n'ose plus le regarder. C'est vrai, vous êtes vraiment mon père. Oui, murmure Loïc, je suis ton père. Et Maxime fait quelque chose que ni Hélène ni Loïc n'attendaient. Il sourit, un sourire immense, incrédule, radieux. Papa, c'est vraiment toi, tu es vivant. Puis, avant que quiconque puisse réagir, il se jette dans les bras de son père. Villa Fauconnier, Lyon. Claire Lefort se réveille dans son lit king size, la main posée sur son ventre rond de 8 mois. Le bébé bouge, donne des coups de pied contre ses côtes. Dans quelques semaines, elle sera mère. Dans quelques semaines, leur vie parfaite sera complète. À côté d'elle, la place d'Adrien est vide et froide. Il n'est rentré qu'à 3 heures du matin. Elle l'a entendu monter l'escalier sur la pointe des pieds. Quand elle lui a demandé comment s'était passé le dîner parisien, il avait murmuré quelque chose sur une soirée qui s'était éternisée, des contacts importants à cultiver, mais sa voix sonnait faux, et il sentait l'alcool, ce qui ne lui ressemble pas. Adrien boit peu, toujours avec modération. C'est un homme de contrôle, d'habitude précise, ou du moins, c'est l'homme qu'elle croit connaître. Dans la salle de bains attenante, elle entend l'eau de la douche couler. Il est réveillé depuis un moment déjà.
Elle l'a entendu faire les 100 pas dans son bureau dès 6 heures du matin, encore un comportement inhabituel. Adrien fait sa grasse matinée le dimanche. C'est rituel. Claire se lève péniblement, enfile sa robe de chambre en soie. Le miroir de la coiffeuse lui renvoie l'image d'une femme épanouie. Cheveux bruns brillants, teint éclatant malgré la grossesse, ce port de tête altier hérité de sa famille bourgeoise. À 32 ans, elle a tout pour être heureuse. Un mari attentionné, une villa somptueuse, et bientôt un enfant. Alors pourquoi cette angoisse sourde qui lui noue l'estomac depuis hier soir? Adrien, elle frappe à la porte de la salle de bain. Chérie, ça va. Très bien, je sors dans 2 minutes. Sa voix est tendue, presque agressive. Claire fronce les sourcils. En 3 ans de mariage, elle ne l'a jamais entendu parler sur ce ton. Elle descend à la cuisine, met en route la machine à café. Par la baie vitrée, elle observe leur jardin parfaitement entretenu. Pelouse anglaise, massif de roses, bassin avec cascade artificielle, le rêve de la bourgeoisie lyonnaise, le décor d'une réussite méritée, selon l'histoire qu'Adrien lui a racontée. Fils d'ouvrier, orphelin à 16 ans, il s'est construit seul. Études de commerce payées en travaillant de nuit, premiers investissements immobiliers risqués mais payants, ascension sociale fulgurante, l'archétype du self-made man français, une histoire qui l'avait séduite, elle qui venait d'un milieu où l'argent était acquis de génération en génération. « Bonjour, ma chérie », Adrien apparaît dans la cuisine, impeccablement habillé malgré l'heure matinale, costume anthracite, cravate coordonnée, cheveux gominés, comme s'il partait au bureau un dimanche matin. « Tu sors ? Quelques dossiers à régler, rien d'important. » Il l'embrasse distraitement sur le front. Évite son regard. Claire connaît son mari, ses expressions, ses habitudes. Cet homme-là ment. Adrien, regarde-moi. Il s'immobilise, la main sur la poignée du réfrigérateur. Lentement, il se retourne vers elle. Elle lit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'y a jamais vu. De la peur. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Rien de spécial, un dîner comme les autres. Tu es rentré à 3 heures du matin, tu sentais l'alcool, et maintenant tu as l'air d'un homme qui va à son propre enterrement. Ne dis pas n'importe quoi. Alors explique-moi, qu'est-ce qui te met dans cet état? Adrien se sert un café. Ses mains tremblent légèrement, Claire le remarque, s'inquiète davantage. J'ai rencontré quelqu'un hier soir, quelqu'un de mon passé. Une femme. Oui. Le mot tombe comme un couperet. Claire sent son cœur s'accélérer. Une ex. Plus que ça. Comment ça, plus que ça? Adrien s'assoit à la table de la cuisine. Se prend la tête dans les mains. C'est compliqué, Claire. Très compliqué. Alors explique-moi. Sa voix monte, elle ne se contrôle plus. Je suis ta femme. J'attends notre enfant. J'ai le droit de savoir. Tu ne comprendrais pas. Essaie toujours. Un silence pesant s'installe. Par la fenêtre, un oiseau chante, inconscient du drame qui se joue dans cette cuisine bourgeoise. Elle s'appelle Hélène, commence Adrien d'une voix blanche. On s'est connus il y a longtemps avant toi, et on a vécu ensemble plusieurs années. Claire encaisse l'information, une relation sérieuse. Donc, pas juste une aventure de jeunesse. Vous avez rompu comment? C'est là que ça se complique. Adrien, arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il relève la tête, la regarde droit dans les yeux. Elle croit que je suis mort. Claire reste bouche bée. Pardon. Pour elle, depuis 7 ans, je suis mort. Elle pense être veuve. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement dingue. Je sais que ça paraît fou, mais fou, c'est pas fou, c'est impossible. Comment quelqu'un peut croire que tu es mort alors que tu es là, devant moi? Adrien se lève, arpente la cuisine comme un animal en cage. J'ai dû disparaître, Claire. J'avais des problèmes, des dettes, des gens dangereux à mes trousses. J'ai simulé ma mort pour protéger Hélène. Simulé ta mort. Claire pose ses mains sur son ventre, soudain prise de vertige. Tu es en train de me dire que tu as faussement organisé ta propre mort. C'était la seule solution. La seule solution pourquoi? Pour qu'ils ne s'en prennent pas à elle. Ils, qui ça? Ils. Des créanciers, des gens peu recommandables. Claire le regarde comme si elle le voyait pour la première fois. Cet homme qu'elle a épousé,
le père de l'enfant qu'elle porte, vient de lui avouer qu'il a menti sur son identité pendant toute leur relation. Adrien Lefort, c'est pas ton vrai nom? Non. Tu t'appelles comment? Loïc Renaud. Loïc Renaud. Elle répète le nom comme si elle goûtait un poison. Et Hélène, c'était quoi pour toi? Ma femme, ta femme. La voix de Claire devient stridente. Tu étais mariée? Oui. Et moi? Elle se touche le ventre. Qu'est-ce que je suis? Moi? Une bigame? Non. Légalement, Loïc Renaud est mort. Notre mariage est valide. Légalement, peut-être. Mais moralement, Adrien, Loïc, s'approche d'elle, tente de la prendre dans ses bras. Elle le repousse violemment. Ne me touche pas. Claire, laisse-moi t'expliquer. T'expliquer quoi? Que notre mariage entier est basé sur un mensonge, que l'homme dont je porte l'enfant n'existe même pas. Je t'aime. Ce qu'on a, c'est réel. Réel. Elle rit, d'un rire hystérique. Tu m'as épousée sous une fausse identité. Tu as une autre femme quelque part. Comment ça peut être réel? Hélène, c'est fini. Ça fait 7 ans. Pour toi, peut-être, mais pour elle, elle te croit mort. Elle porte ton deuil. Je sais que c'est compliqué. Compliqué. Claire agrippe le bord de la table, prise d'une contraction. C'est pas compliqué, c'est monstrueux. Claire, ça va? Non, ça va pas. Elle respire difficilement. La douleur irradie dans son ventre. Mon mari n'existe pas. Mon enfant va naître avec le nom d'un fantôme. Assieds-toi, je t'en prie. Pense au bébé. C'est maintenant que tu penses au bébé, pas avant de me mentir pendant 3 ans. Elle se dirige vers le salon, s'effondre dans le canapé, les contractions s'espacent, mais la douleur émotionnelle reste entière. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demande-t-elle d'une voix éteinte. « Je ne sais pas. Elle va parler, cette Hélène. » « J'espère que non. » « Tu espères. » Claire le regarde avec dégoût. « Tu espères qu'une femme qui découvre que son mari mort est vivant va se taire gentiment. Je vais lui parler. Lui expliquer la situation. La situation. Quelle situation? Que tu l'as abandonnée pour me construire une vie de mensonges. » Loïc s'agenouille devant elle, suppliant. « Claire, je t'en prie. On peut s'en sortir. On peut partir. Recommencer ailleurs. Partir. Avec quoi? Cet argent. Cette maison. Tes affaires. Tout ça. Ça vient d'où? » Le silence de Loïc vaut toutes les réponses. Claire ferme les yeux. Comprend que l'horreur ne fait que commencer. « Mon Dieu, » murmure-t-elle. « Dans quoi je me suis fourrée? » Lundi matin, bureau d'Albert Chassagne. Le vieil homme sirote son thé Earl Grey en parcourant les journaux financiers. Mais son esprit est ailleurs. Il revit la soirée de samedi, cette expression de panique pure qu'il a vue traverser le visage d'Adrien Lefort quand le verre s'est brisé, cette serveur qui a fui vers les cuisines, cette confirmation éclatante que ses soupçons étaient fondés, Marc Delorme entre sans frapper. Une habitude qu'Albert tolère de la part de son détective privé, l'homme porte un dossier épais sous le bras et affiche la satisfaction du chasseur qui vient de piéger sa proie. « Monsieur Chassagne, vous allez être ravi. »« J'espère bien. Asseyez-vous, Marc, racontez-moi tout. » Delorme s'installe dans le fauteuil en cuir, ouvre son dossier avec des gestes précis. Samedi soir était un chef-d'œuvre, patron. Un vrai chef-d'œuvre. La serveur, Hélène Dupuis, elle l'a reconnue. Aucun doute possible. Vous auriez dû voir sa tête quand le verre lui a échappé des mains. Et lui, Delorme sourit avec satisfaction. Lui était blanc comme un linge. J'ai surveillé discrètement. Il a quitté la réception une demi-heure plus tôt que prévu. Albert pose sa tasse, les yeux brillants d'une satisfaction glacée. Parfait. Et depuis, j'ai fait surveiller l'appartement d'Hélène Dupuis dimanche matin, 9h précises. Une BMW grise s'est garée devant l'immeuble. Adrien Lefort en est sorti. Il est resté dans l'appartement une bonne heure. 1 heure. Intéressant. Ça a dû être. Une conversation mouvementée. C'est peu de le dire. Mes contacts dans l'immeuble rapportent des éclats de voix, des cris. Apparemment, le fils était présent. Un adolescent de 14 ans. Albert se lève, arpente son bureau. Chaque détail de ce puzzle de vengeance se met en place exactement comme il l'avait prévu. 2 ans de patience méthodique aboutissent enfin. Et du côté de Lyon, sa femme actuelle. Claire Fauconnier-Lefort. J'ai un contact chez leur femme de ménage, apparemment. L'ambiance à la villa est électrique depuis dimanche. Dispute, porte qui claque,
Madame qui pleure, elle a même appelé son gynécologue en urgence hier soir, enceinte de 8 mois et qui découvre que son mari est un imposteur. Albert sourit sans chaleur. Le stress, sans doute, pauvre femme. Elle ne méritait pas ça. Vous compatissez ? Je n'ai rien contre Claire Fauconnier. Elle est victime, comme Hélène l'a été. Mais parfois, les innocents paient pour les crimes des coupables. C'est la loi de la vie. Albert retourne s'asseoir, joint ses mains devant lui. Bon, il est temps de passer à la phase 2. La phase 2, samedi soir, c'était juste l'ouverture. Maintenant, place au grand final. Il ouvre un tiroir, en sort une invitation gravée sur papier verger ivoire. Lisez-moi ça, Marc. Delorme prend l'invitation, chausse ses lunettes. Monsieur Albert Chassagne a l'honneur de vous inviter à l'inauguration du projet Espoir. Centre d'aide aux familles de disparus en montagne. Samedi 14 juin, 19h. Domaine Chassagne. Cocktail de soutien suivi d'une présentation du projet. Parfait, non. Un projet que je finance réellement, soit dit en passant, 1 000 € par famille aidée. Ma conscience philanthropique est intacte. Et vous comptez inviter qui ? Tout le gratin parisien, évidemment. Les mêmes qu'il y a une semaine, plus quelques journalistes triés sur le volet. Albert marque une pause théâtrale. Et 3 invités très spéciaux. Laissez-moi deviner, Adrien Lefort, Hélène Dupuis et son fils, Maxime Dupuis-Renaud, 14 ans, l'âge où on commence à poser les bonnes questions et où on a le courage de chercher les vraies réponses. Delorme ferme son dossier, visiblement mal à l'aise. Patron, utilisez un gamin. Ce gamin a le droit de connaître la vérité sur son père. Vous ne trouvez pas ? Bien sûr, mais de là à l'exposer publiquement. Marc. Albert se lève, va vers la fenêtre. Vous me connaissez depuis combien d'années ? 15, 20 ? Est-ce que je vous ai déjà paru cruel, injuste ? Non, patron, jamais. Alors faites-moi confiance. Cette famille mérite la vérité. Et Loïc Renaud mérite de payer pour ce qu'il a fait. À moi, à eux, à tous ceux qui lui ont fait confiance. Il se retourne vers Delorme, et dans ses yeux bleus, le détective lit une détermination d'acier trempé. Vous savez ce qui me fait le plus mal, Marc. Ce n'est même pas l'argent. Oh, bien sûr. 2 millions d'euros, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. J'ai dû vendre des parts de l'entreprise, licencier des employés, hypothéquer cette maison. Je sais, patron. Mais le pire, c'est l'humiliation. Avoir cru en cet homme, l'avoir traité comme un fils, lui avoir fait confiance au point de lui donner les clés du coffre, et découvrir qu'il m'a poignardé dans le dos pour sauver sa peau. Albert retourne s'asseoir. Son visage se durcit. Il aurait pu venir me voir, me parler de ses dettes. On aurait trouvé une solution ensemble. Mais non, monsieur a préféré voler, mentir, disparaître, laisser sa femme et son fils dans la misère pendant qu'il se refaisait une virginité. Et maintenant, il va payer, publiquement, devant ceux qu'il a trompés et ceux qu'il continue de tromper. Albert ouvre un autre tiroir, en sort une chemise rouge. Tenez, voici le programme détaillé de samedi soir. Mon discours sur les familles de disparus, la projection des témoignages de veuves et d'orphelins, et le moment précis où je révélerai qu'un homme, dans cette assemblée, a fait vivre ce calvaire à sa propre famille. Delorme parcourt les documents, siffle entre ses dents. Vous ne lésinez pas sur les moyens. Quand on prépare une justice, Marc, autant qu'elle soit mémorable. Et s'il ne vient pas, si Adrien Lefort flaire le piège, Albert sourit, d'un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Oh, il viendra, il n'aura pas le choix. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Parce que je vais lui faire croire qu'Hélène accepte de garder le silence, moyennant compensation financière, bien entendu. Et comment comptez-vous faire ça ? Simple, vous allez lui rendre une petite visite, en vous faisant passer pour un ami d'Hélène. Vous lui direz qu'elle est prête à négocier, qu'elle veut juste assurer l'avenir de son fils, que la discrétion a un prix. Il va marcher. Il marchera. Les hommes comme Loïc croient toujours qu'on peut acheter sa tranquillité. Il pensera régler le problème avec un chèque. Albert se lève à nouveau, contemple son jardin par la fenêtre. Vous savez, Marc, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais quand elle est parfaitement assaisonnée, elle a un goût délicieux. Et après, quand tout sera révélé, qu'est-ce qui va se passer ? La justice suivra son cours. Loïc Renaud sera arrêté pour escroquerie, vol, faux et usage de faux. Il passera quelques années en prison. Sa nouvelle épouse l'abandonnera, évidemment.
Ses biens seront saisis. Il perdra tout. Et Hélène, son fils. Ils récupéreront ce qui leur appartient. Une partie de l'argent volé, du moins. Et surtout, ils auront la vérité. Ça n'a pas de prix. La vérité. Albert retourne à son bureau, prend une nouvelle invitation. Ah, et Marc. Cette fois, veillez personnellement à ce qu'Hélène Dupuis ne soit pas en service. Elle sera invitée, comme la veuve de Loïc Renaud, qu'elle a toujours été. Et compris, patron. Parfait. Nous avons 1 semaine pour tout préparer, 1 semaine pour que justice soit enfin rendue. Quand Delorme quitte le bureau, Albert reste seul avec ses plans de vengeance. Dans son tiroir, une photo jaunie montre un homme plus jeune entourant les épaules d'un garçon d'une 20aine d'années. Lui et Loïc, il y a 15 ans, quand tout semblait possible, quand la confiance existait encore. « Tu vas payer, mon garçon », murmure-t-il à la photo. « Tu vas payer pour chaque larme que tu as fait verser. » Samedi soir, 19h. Le domaine Chassagne resplendit à nouveau de 1000 feux. Cette fois, 7. L'événement se déroule dans le grand salon aux boiseries centenaires, transformé pour l'occasion en salle de conférence. Des rangées de chaises dorées font face à un podium orné d'un écran géant où s'affichent déjà les mots « Projet Espoir »,« Famille de disparus en montagne », Albert Chassagne, impeccable dans son smoking, accueille ses invités avec la prestance d'un homme qui sait que cette soirée marquera l'histoire. Parmi la foule élégante, journalistes, entrepreneurs et personnalités politiques se mélangent, leur conversation feutrée, créant cette rumeur sophistiquée propre aux événements parisiens. « Bonsoir, mesdames et messieurs », résonne la voix d'Albert dans le micro. « Merci d'être venus nombreux pour soutenir une cause qui me tient particulièrement à cœur. » Au fond de la salle, près de la porte principale, Hélène se tient droite dans sa robe noire la plus correcte. Cette fois, elle n'est pas en service. L'invitation reçue dans la semaine la surprise. « Madame Hélène Dupuis, en tant que représentante des familles endeuillées, nous serions honorés de votre présence. » Un carton gravé, avec les armes de la famille Chassagne, du grand art, à côté d'elle. Maxime tripote nerveusement sa cravate, à 14 ans. Il n'a jamais mis les pieds dans un tel environnement. Depuis dimanche dernier, et la révélation sur son père, il n'a parlé que de ça. 1000 questions se bousculent dans sa tête d'adolescent. Pourquoi papa les a-t-il quittés? Où vit-il maintenant? Est-ce qu'il pense encore à eux? Ce projet, continue Albert, vise à aider les familles qui vivent l'angoisse de la disparition d'un proche en montagne. Ces familles qui attendent, qui espèrent, qui s'accrochent au moindre espoir de retrouver leur être cher. À 3 rangées de là, Adrien Lefort, Loïc, s'efforce de garder une contenance. Il transpire malgré la climatisation, ses mains moites agrippent pour les accoudoirs de sa chaise, quand l'homme qui se faisait passer pour un ami d'Hélène l'a contacté mercredi. Il a d'abord refusé de venir, mais l'argument était imparable. Hélène était prête à négocier son silence, mais elle voulait le voir une dernière fois. Dans un cadre public, neutre, pour tourner définitivement la page, 50 000 €, avait précisé l'intermédiaire. En échange de son silence éternel, elle veut juste pouvoir offrir des études correctes à votre fils. 50 000 €, une bagatelle, pour lui qui brasse des millions. Le prix de sa tranquillité, sa femme Claire n'est pas venue. Depuis dimanche, elle refuse de lui adresser la parole. Elle a fait ses valises, s'est installée chez ses parents avec son ventre de 8 mois et demi. « Je ne veux plus jamais te voir », a-t-elle craché avant de partir. « Trouve-toi une nouvelle identité pour mentir à quelqu'un d'autre. » Sur l'écran géant, des images de montagnes défilent, sommets enneigés, équipes de secours, hélicoptères survolant des crevasses, puis des visages, hommes, femmes, enfants, tous disparus dans des accidents d'alpinisme. Chaque année, explique Albert, la montagne prend des vies. Parfois, les corps sont retrouvés. Parfois, ils restent prisonniers des glaciers. Et parfois, ils marquent une pause dramatique. Parfois, la vérité est bien différente de ce qu'on imagine. Hélène sent son estomac se nouer. Il y a quelque chose dans le ton d'Albert, dans la façon dont il appuie sur certains mots qui l'inquiètent. Pourquoi l'avoir invité? Pourquoi insister sur sa présence? Et pourquoi ce regard qu'il vient de poser sur elle, lourd de sous-entendus? Permettez-moi de vous présenter quelques témoignages, poursuit Albert. D'abord celui de Sylvie Moreau,
dont le mari a disparu dans une avalanche il y a 5 ans. Sur l'écran, une femme d'une 50aine d'années raconte sa douleur, son attente, ses nuits sans sommeil. Le plus dur, c'est l'incertitude, ne pas savoir s'il souffre quelque part, s'il pense à nous, ne pas pouvoir faire son deuil. Maxime écoute, bouleversé. Cette femme raconte exactement ce qu'a vécu sa mère. Cette attente, cette souffrance, ce deuil impossible, sauf que dans leur cas, il tourne la tête vers sa mère. « Maman, pourquoi on est là? Je ne sais pas, mon chéri. Je ne sais vraiment pas. » Mais en réalité, Hélène commence à comprendre. Les pièces du puzzle se mettent en place. Cette invitation, ce lieu, cette soirée sur les familles de disparus, Albert Chassagne sait, il sait tout. Maintenant, reprend Albert sur le podium. Laissez-moi vous parler d'un cas particulier. Une histoire qui illustre parfaitement les ravages que peut causer une disparition sur une famille. L'écran change. Apparaît la photo d'un homme jeune, souriant, en tenue d'alpinisme. Hélène manque de s'évanouir. C'est Loïc, la photo de leur lune de miel à Chamonix, qu'elle croyait être la seule à posséder. Loïc Renaud, annonce Albert d'une voix claire, disparu dans les Alpes françaises il y a 7 ans, laissant derrière lui une épouse et un fils de 7 ans. Dans la salle, c'est le silence total. Tous les regards convergent envers l'écran. Adrien, Loïc, devient livide. Il comprend soudain qu'il est tombé dans un piège, que cette soirée n'a jamais été une négociation, mais un tribunal, pendant 7 ans. Continue Albert implacablement. Cette famille a vécu dans le deuil. La veuve a élevé seule son enfant, dans des conditions difficiles. Elle a honoré la mémoire de son mari, raconté à son fils l'héroïsme de ce père qui avait donné sa vie pour sauver d'autres alpinistes. Maxime regarde l'écran, puis sa mère, puis l'assemblée. Quelque chose ne va pas. Pourquoi ce monsieur raconte-t-il leur histoire? Pourquoi devant tous ces gens? Mais voilà, la voix d'Albert se durcit. Parfois la réalité dépasse la fiction, parfois les morts ressuscitent. Il appuie sur une télécommande. L'écran se divise en deux. À gauche, toujours la photo de Loïc en 2017. À droite, une photo récente d'Adrien Lefort lors d'un événement professionnel à Lyon. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Adrien Lefort, entrepreneur lyonnais, marié, bientôt père, un homme qui a réussi sa vie, sur les cendres de sa mort fictive. Des murmures parcourent l'assemblée. Les gens se retournent, cherchent du regard cet Adrien Lefort. Certains l'ont reconnu, pointent discrètement du doigt vers sa rangée. Loïc se lève brusquement, tente de fuir vers la sortie. Mais Albert avait prévu cette réaction. « Monsieur Lefort !» Sa voix claque comme un fouet. « Ou devrais-je dire, Monsieur Renaud !» Toute la salle se retourne. Loïc se fige, pris au piège comme un animal. Les flashs des photographes crépitent déjà. « Vous ne partez pas déjà, votre famille vous attend. » Albert descend du podium. Se dirige vers Hélène et Maxime. « Mesdames et messieurs, voici Hélène Dupuis, née Renaud, la veuve qui n'en était pas une. Et voici Maxime, 14 ans, qui découvre ce soir que son père n'est pas mort en héros, mais qu'il les a simplement abandonnés. » Maxime regarde alternativement sa mère, l'homme au fond de la salle, et l'écran où s'affichent les deux visages identiques. La vérité le frappe comme une avalanche. « Papa !» Sa voix d'adolescent se brise. « Papa, c'est vraiment toi. » Loïc ne peut plus fuir. Toute la salle le regarde, attend sa réaction. Les journalistes sortent leurs carnets. Les caméras se braquent sur lui. « Oui, » murmure-t-il, si bas qu'on l'entend à peine. « Oui, c'est moi. » « Plus fort, » ordonne Albert. « Dites-leur qui vous êtes vraiment. »« Je suis. » Loïc ferme les yeux, accepte enfin son destin. « Je suis Loïc Renaud. Je ne suis pas mort dans les Alpes. J'ai simulé ma mort pour échapper à mes créanciers. J'ai volé 2 millions d'euros à Albert Chassagne. J'ai abandonné ma femme et mon fils. » Le silence qui suit est assourdissant. Puis les questions fusent de partout. Les journalistes se ruent vers lui, vers Hélène, vers Albert. Les flashs crépitent. Les caméras filment. Maxime reste immobile, sous le choc. Son père est là, vivant, et il vient d'avouer publiquement qu'il les a abandonnés. Maxime. Hélène pose une main tremblante sur l'épaule de son fils. Ça va. Mais le garçon ne répond pas. Il regarde fixement cet homme qu'il a quitté quand il avait 7 ans.
et qui vient de détruire en quelques mots toutes les belles histoires qu'on lui avait racontées, la vérité, enfin. Mais à quel prix ? L'assemblée explose. Les journalistes se runent vers Loïc. Leurs appareils photos crépitent comme des mitraillettes. Les questions fusent de toutes parts dans un chaos indescriptible. Monsieur Renaud, commentez-vous votre résurrection ? Madame Dupuis, comment réagissez-vous à ces révélations ? Pourquoi avoir simulé votre mort ? Loïc recule vers le mur, pris au piège comme un animal traqué. Son visage a pris la couleur de la cendre. 7 années de mensonges viennent de s'effondrer en quelques minutes. Devant les caméras, devant son fils qui le regarde avec des yeux d'incompréhension totale, Albert Chassagne observe le spectacle depuis le podium, un léger sourire aux lèvres. Sa vengeance est parfaite, méthodiquement orchestrée, chirurgicalement précise. Mesdames et messieurs, sa voix domine le tumulte. Un peu de calme, je vous prie. Le silence revient progressivement, tous les regards convergeant vers le vieil homme qui vient de démasquer publiquement l'un des plus gros scandales de l'année, Monsieur Chassagne. Une journaliste de France 2 brandit son micro. Vous affirmez que Loïc Renaud vous a volé 2 millions d'euros. J'affirme, madame, et j'ai les preuves. Albert fait signe à Marc Delorme, posté près de la sortie. Le détective s'approche, une mallette à la main. Monsieur Delorme, mon enquêteur privé, va vous présenter les éléments qui ont permis de confondre cet imposteur. Marc ouvre sa mallette, en sort des chemises cartonnées, relevés bancaires montrant les transferts de fonds de la société Chassagne vers des comptes fantômes, analyse graphologique comparant les signatures de Loïc Renaud et d'Adrien Lefort, et surtout, il brandit un tube à essai, un échantillon d'ADN prélevé discrètement sur un verre utilisé par Monsieur Lefort lors du dîner de la semaine dernière. Cet échantillon correspond parfaitement à celui que nous avions dans nos archives, prélevé dans l'ancien appartement de Loïc Renaud. Loïc s'effondre sur sa chaise, vaincu, plus moyen de nier, plus moyen de fuir. La vérité éclate sous les projecteurs comme une bombe à retardement, Monsieur Renaud. Lance un journaliste du Figaro. Que répondez-vous à ces accusations ? Loïc relève lentement la tête. Son regard balaie l'assemblée, les visages curieux, avides de scandale, les objectifs braqués sur lui, et surtout ce garçon de 14 ans qui le regarde avec une expression qu'il n'oubliera jamais. Maxime, son fils qui découvre en direct que son père idéalisé n'était qu'un lâche et un voleur. C'est vrai, murmure-t-il d'une voix brisée. Tout est vrai. Plus fort, crie quelqu'un. On n'entend rien. Loïc se lève, chancelant. J'ai volé cet argent, j'ai simulé ma mort. J'ai abandonné ma famille. Sa voix porte maintenant, claire et déchirante. J'étais endetté, menacé. Les frères Salazar voulaient s'en prendre à ma femme et à mon fils si je ne remboursais pas. J'ai cru bien faire. En volant votre associé, insiste la journaliste de France 2. J'étais désespéré. Je ne voyais pas d'autre solution. Et pendant ces 7 années, qu'avez-vous fait ? J'ai refait ma vie, à Lyon, sous une nouvelle identité. Vous vous êtes remarié ? Oui. Votre nouvelle épouse était au courant ? Non. Elle ne sait rien. Elle croit que je suis Adrien Lefort. Les murmures reprennent dans l'assemblée. L'histoire devient de plus en plus sordide. Un homme qui abandonne sa famille, vole son associé, se remarie sous une fausse identité, le parfait fait divers pour les journaux de demain. Et vous, Madame Dupuis ? Une autre journaliste se tourne vers Hélène. Comment avez-vous vécu ces révélations ? Hélène serre Maxime contre elle. Son fils tremble, sous le choc. Je ne sais pas quoi dire. J'ai découvert la vérité il y a 1 semaine. Lors du premier dîner ici, je pensais être veuve depuis 7 ans. Vous allez porter plainte. Je n'y ai pas encore réfléchi. Albert Chassagne redescend du podium, s'approche du petit groupe. Madame Dupuis n'aura pas besoin de porter plainte. Moi, je l'ai déjà fait, dès lundi matin. Tous les regards se tournent vers lui. Escroquerie, vol en bande organisée, faux et usage de faux, abandon de famille. Les charges sont lourdes. Monsieur Renaud, très lourdes. Des sirènes retentissent à l'extérieur du domaine. Par les fenêtres, on aperçoit les gyrophares bleus de plusieurs voitures de police qui remontent l'allée. J'ai pris la liberté de prévenir les autorités, continue Albert avec satisfaction. Elles nous attendaient. La porte du salon s'ouvre brutalement. 4 policiers en uniforme font irruption, menés par un commissaire en civil. Commissaire Bertrand, police judiciaire. Où est Loïc Renaud ? Toutes les têtes se tournent vers Loïc, qui s'est rassis, hébété.
Il ne bouge plus, ne proteste plus. Il accepte enfin son destin. Loïc Renaud, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, vol aggravé, faux et usage de faux, et abandon de famille. Les menottes claquent autour de ses poignets. Le bruit résonne dans le silence de mort qui s'est abattu sur l'assemblée. Les flashs crépitent de plus belle. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. Loïc se laisse emmener sans résistance. Mais au moment de franchir la porte, il s'arrête, se retourne, cherche du regard son fils. Maxime, le garçon sursaute, relève la tête. Pour la première fois depuis le début de cette soirée cauchemardesque, leurs yeux se croisent. Vraiment, Maxime, Pardon pour tout. Mais l'adolescent ne répond pas. Il regarde cet étranger qui porte le visage de son père, cet homme qu'il a idolâtré pendant 7 ans et qui vient de s'effondrer sous ses yeux. « Papa !» Le cri lui échappe soudain, viscéral, déchirant. « Papa, attends !» Il se lève d'un bond, bouscule les journalistes, court vers la porte, mais les policiers emmènent déjà Loïc vers leur voiture. « Papa !» Maxime dévale les marches du perron, rattrape le cortège sur le gravier de l'allée. « Papa !» « Ne pars pas, pas encore. » Loïc se retourne, les yeux pleins de larmes. « Mon fils, pourquoi ?» Maxime sanglote maintenant, comme l'enfant qu'il est encore. « Pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Je voulais vous protéger, nous protéger, en nous abandonnant, en nous laissant croire que tu étais mort. Je suis désolé, mon garçon. Si tu savais comme je suis désolé. » Le commissaire pousse doucement Loïc vers la voiture. « Allez, on y va. » « 1 minute, supplie Loïc. Laissez-moi 1 minute avec mon fils. Papa. » Maxime s'approche. Hésite, puis se jette dans les bras de son père menotté. Papa, je t'aime quand même. Malgré tout, Loïc ferme les yeux, serre son fils contre lui autant que ses liens le permettent. Moi aussi, je t'aime, plus que tout au monde. N'oublie jamais ça. Tu vas revenir? Je ne sais pas, mon grand. Je ne sais pas. Les policiers séparent père et fils. Pousse Loïc dans la voiture. Les portières claquent, le moteur démarre. Maxime reste planté sur le gravier, regardant s'éloigner les feux arrière de la voiture qui emmène son père. Derrière lui, Hélène arrive en courant, le prend dans ses bras. « Maman !» sanglote l'adolescent. « Maman, ils emmènent papa. Je sais, mon chéri, je sais. Il va revenir. » Hélène regarde la voiture disparaître au bout de l'allée. Dans quelques minutes, les journalistes vont les harceler de questions. Dans quelques heures, leur histoire fera la une de tous les journaux. Dans quelques jours, le procès commencera. Je ne sais pas, Maxime, je ne sais vraiment pas. Sur le perron du domaine, Albert Chassagne observe la scène. Sa vengeance est accomplie. Après 7 années d'attente, justice est enfin rendue. Mais en voyant cet enfant pleurer son père dans les bras de sa mère, il se demande si le prix à payer n'était pas trop lourd. La vérité a éclaté. Mais les éclats font toujours mal. 3 mois plus tard, tribunal de grande instance de Paris, salle d'audience numéro 12, les néons froids éclairent impitoyablement le box des accusés où Loïc Renaud, amaigri, le visage creusé par 3 mois de détention provisoire, attend le verdict. Son avocat commis d'office feuillette nerveusement ses notes, sachant pertinemment que la cause est perdue d'avance. Dans le public, Hélène et Maxime occupent le premier rang. L'adolescent a grandi pendant ces 3 mois, plus grand, plus mince, le regard plus dur aussi. Il porte le costume que sa mère lui a acheté pour l'occasion, le seul qu'ils aient pu se permettre, à quelques rangées derrière eux. Albert Chassagne observe la scène avec la satisfaction du devoir accompli. À côté de lui, Marc Delorme prend des notes pour son rapport final. Loïc Renaud, annonce le président du tribunal d'une voix solennelle. Levez-vous. L'accusé se dresse péniblement. 3 mois de prison ont eu raison de sa prestance d'autrefois. Ses cheveux ont blanchi, ses épaules se sont affaissées. Il n'est plus Adrien Lefort. L'entrepreneur prospère, il n'est plus que Loïc Renaud, le lâche qui a abandonné sa famille, reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée, de vol aggravé, de faux et usage de faux, et d'abandon de famille. La Cour vous condamne à 8 années d'emprisonnement ferme, assortie d'une interdiction de séjour dans les départements de Paris et du Rhône. 8 ans, Maxime aura 22 ans quand son père sortira de prison, s'il sort un jour. De plus, continue le président, vous devrez restituer la somme de 2 millions d'euros à la partie civile, monsieur Albert Chassagne, augmenter des dommages et intérêts fixés à 500 000 euros. Loïc vacille.
Ses biens ont déjà été saisis, la villa de Lyon, les investissements immobiliers, les comptes bancaires. Il ne lui reste rien, absolument rien. Dans le public, quelqu'un se lève brusquement. Une femme brune, le ventre encore rond 3 semaines après l'accouchement, Claire Fauconnier, elle a repris son nom de jeune fille, serre contre elle un bébé emmitouflé dans une couverture bleue. « Salaud !» crie-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Tu as détruit nos vies, toutes nos vies. » Les huissiers se dirigent vers elle, mais elle continue. « Mon fils ne portera jamais ton nom, jamais. Tu n'existes plus pour nous. » Elle sort en claquant la porte, laissant derrière elle un silence pesant. Loïc a fermé les yeux, comme pour encaisser ce dernier coup. « L'audience est levée », annonce le président. Les menottes se referment sur les poignets de Loïc. Il va être transféré immédiatement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où il purgera sa peine. Mais avant de quitter le box, il cherche une dernière fois le regard de son fils. Maxime, l'adolescent se retourne. Pendant 3 mois, il n'a pas voulu voir son père, pas voulu répondre à ses lettres, pas voulu entendre ses excuses. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois. Papa. Il se lève d'un bond, ignore les gendarmes qui tentent de l'arrêter. « Papa, attends !» Il court vers le box, se jette contre les barreaux. « Papa, je sais, mon fils, je sais. » Loïc tend sa main menottée, effleure le visage de Maxime. « Tu vas bien grandir, hein? Tu vas prendre soin de ta maman. »« Oui. » Les larmes coulent sur les joues du garçon. « Oui, je te le promets. Et tu viendras me voir, parfois. » Maxime hésite. Hélène s'est approchée, pose une main sur l'épaule de son fils. Dans ses yeux, Loïc lit une douleur immense, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemble au pardon. « On verra, » dit-elle doucement. « On verra comment ça évolue. » Hélène, Loïc la regarde. Cette femme qu'il a aimée, qu'il aime encore, qu'il a détruite par sa lâcheté. Pardon, pour tout. Je sais, tu pourras lui pardonner un jour. Elle regarde Maxime, puis Loïc. Un jour, peut-être, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste besoin de guérir. Les gendarmes emmènent Loïc. Cette fois, il ne se retourne pas. Il sait que cette image, son fils qui pleure contre les barreaux, sa femme qui le regarde avec cette tristesse infinie, le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Dans le couloir du tribunal, Albert Chassagne rattrape Hélène et Maxime. « Madame Dupuis !» Elle se retourne, surprise. Depuis 3 mois, ils ne se sont parlé qu'à travers les avocats. « Monsieur Chassagne, je voulais vous dire... » Le vieil homme semble chercher ses mots. « Je voulais vous dire que je ne regrette rien. Il fallait que la vérité éclate. Mais je regrette que vous ayez souffert. Vous et votre fils. Nous avons survécu à pire. Les dommages et intérêts ?» Albert sort une enveloppe de sa poche. 500 000 €, plus ma contribution personnelle, de quoi assurer l'avenir de Maxime, ses études, son indépendance. Hélène prend l'enveloppe, la soupèse. Pourquoi ? Parce que j'ai assez vengé, et parce que ce garçon ne mérite pas de payer pour les erreurs de son père. Maxime lève les yeux vers ce vieil homme qui a détruit et sauvé leur famille à la fois. Merci, monsieur. Utilise cet argent à bon escient, mon garçon. Deviens quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux que ton père. Albert s'éloigne, appuyé sur sa canne. Sa vengeance est accomplie. Mais elle a un goût amer. La justice, parfois, ne console personne. Dehors, sur les marches du palais de justice, Hélène et Maxime regardent Paris s'étendre devant eux. La vie continue. Les gens passent, indifférents à leur drame. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman ? On rentre à la maison, on se reconstruit. On apprend à vivre avec la vérité. Tu crois qu'on pourra l'oublier, papa ? Hélène regarde son fils, ce petit homme de 14 ans qui a grandi trop vite, trop brutalement. Non, on ne l'oubliera pas. Et il ne faut pas l'oublier. Il fait partie de notre histoire, de qui tu es. Même s'il nous a abandonnés, elle lui prend la main. Les gens ne sont pas tout blancs ou tout noirs, mon chéri. Papa a fait des choses terribles, mais il nous a aussi aimés. À sa façon, imparfaitement. Ils descendent les marches, se dirigent vers la station de métro. Dans la poche d'Hélène, l'enveloppe d'Albert pèse lourd, assez pour repartir de zéro, assez pour que Maxime fasse les études qu'il mérite, assez pour racheter un peu de dignité. Maman, oui, un jour, j'irai le voir, en prison, pour lui dire que malgré tout, il reste mon père.
Hélène sourit à travers ses larmes. Un jour, oui, quand tu seras prêt, quand nous serons prêts, le métro les emporte vers leur appartement, vers leur vie qui recommence. Derrière eux, le palais de justice se dresse dans le ciel gris de Paris. Monument à la vérité qui fait mal mais qui libère. Quelque part à Fleury-Mérogis, Loïc Renaud découvre sa cellule. 4 mètres carrés, un lit, un lavabo, une fenêtre qui donne sur un mur, 8 ans à purger, 8 ans à expier, 8 ans à réfléchir au gâchis de sa vie, sur la petite table. Il pose la photo que les gardiens l'ont autorisé à garder. Hélène et Maxime, il y a 15 ans, lors d'un pique-nique au bois de Vincennes, ils souriaient, ils étaient heureux, ils formaient une famille. Parfois, en voulant protéger ceux qu'on aime, on les blesse plus profondément que n'importe quel ennemi, murmure-t-il à la photo. Dehors, la nuit tombe sur Paris. Dans un appartement du 15e, une mère et son fils dînent en silence, apprenant à vivre avec les fantômes du passé, ces fantômes qui ne meurent jamais vraiment, qui reviennent toujours hanter les vivants, mais qui, parfois, en revenant, permettent enfin de tourner la page,